Le moment où le film bascule, c'est quand le chef du Fight Club donne un premier devoir aux membres du Fight Club qui est de provoquer une bagarre et de la perdre. Oui. Donc là, ça prend une dimension politique. Oui, alors c'est vraiment un moment très important dans le film parce que on voit donc Tyler dire à tous les membres du Fight Club, écoutez, je vous donne un homework, vous devez provoquer une bagarre et la perdre dans la société, dans la semaine normale, quoi. Donc on voit les membres du Fight Club provoquer des scènes mais tout à fait ridicules où chacun, il y en a un qui avec un jet d'eau essaye d'arroser un curé qui passe par là et qui essaye de provoquer une bagarre, et on voit à quel point dans la société tout le monde fuit la bagarre. Et donc ça a des conséquences politiques, pour la philosophie politique en tout cas, parce qu'on voit très bien que dans la société dans laquelle on vit, on est complètement dépossédé de notre force physique. Et la violence qui va avec cette force physique. Exactement, la violence qui pourrait en émaner. Et le fait que les membres du Fight Club, eux, n'aient pas peur de cette force physique et qu'ils la possèdent, qu'ils n'ont pas peur de perdre une bagarre, ça les rend invincibles. Et on voit le héros, le narrateur du film, aller rencontrer son boss et obtenir des choses incroyables de son boss en étant capable lui-même de provoquer une bagarre tout seul et de se battre tout seul. Autrement dit, posséder cette violence-là, être capable de s'approprier cette violence-là, c'est nécessairement devenir invincible sur le plan politique. C'est pour ça que le politique doit forcément se méfier de l'individu qui possède toute sa force. Ouais. Et du coup, ce qui les rend forts, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de s'en prendre plein la gueule et parce qu'ils n'ont pas peur de tout perdre. Et du coup, c'est ça qui interroge le rapport avec l'État. Complètement. En fait, ce qui les rend forts, ces individus, c'est qu'ils ont retrouvé une puissance physique que dans l'État politique, on rend. On va aller plutôt porter plainte que se venger contre son voisin. Ces individus possèdent une force physique que leur procure la bagarre. C'est ce qui est écrit dans le film. Il dit à un moment, après un combat, on ne pense plus à rien, mais on est libre, on se sent serein. Et ces individus vont tirer une puissance, chacun une puissance individuelle, du fait de se confronter en permanence à leur propre mort et éventuellement à leur propre mort et surtout à leur propre souffrance. Et là, je faisais référence tout à l'heure au fameux baptême où les individus... Le baptême, là, pour le coup, c'est quand il y a de la soude sur la main et ça lui fait une brûlure chimique. C'est ça. Tyler va mettre de la soude sur la main du narrateur et lui dire, voilà, ceci est ton baptême, accroche-toi, et essaye de ressentir cette douleur comme étant vraiment ta douleur. Et le fait de t'approprier cette douleur, ça va faire que tu vas cesser d'espérer autre chose dans le monde, cesser d'espérer quelque chose de Dieu, quelque chose de ton père, quelque chose de quoi que ce soit. Approprie-toi cette douleur et cette appropriation te rendra invincible. Et c'est à partir de ce moment clé du film qu'on voit Tyler devenir réellement fort et se doter d'un charisme incroyable au travail, etc. Se réaliser lui-même, en fait, c'est le rapport entre l'identité et la souffrance qu'on a pu évoquer dans le débat, oui. Où là, il y avait un appel au mythe de Sisyphe évoqué par Camus aussi. Oui, tout à fait. Dans ce que je disais tout à l'heure, l'identité se construit nécessairement dans une forme de souffrance et d'inconfort. Et on voit vraiment que le film est porté par cette idée que l'individu doit faire l'épreuve de la souffrance pour se sentir libre. Et Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, montre que effectivement Sisyphe est condamné à l'enfer, cet enfer qui est de remonter sans cesse à un rocher qui est destiné à retomber. Il vit un enfer dans un monde insensé, un peu comme le nôtre, société de consommation où rien n'a de sens, beaucoup de gens font un travail qui n'a pas de sens. Et ce que dit Camus, c'est que Sisyphe doit trouver son bonheur, et va trouver son bonheur, dans le seul fait d'avoir à produire cet effort pour remonter le rocher. Il doit en fait évacuer tout espoir pour pouvoir retrouver une forme de bonheur. Évacuer l'espoir, ça veut dire s'approprier son effort et dire, voilà, ceci est mon chemin, je vais accomplir ce chemin et c'est parce que c'est le mien qu'il me rendra heureux. Non pas parce qu'il a un sens, non pas parce que mon travail aurait un sens transcendant, parce qu'il correspond à tel idéal, je ne sais quoi. Ce qui a du sens, c'est l'effort. Et là, du coup, cet effort, ce chemin, c'est celui qu'on suit, c'est le chemin d'hommes qui sont révoltés contre cette société, ce système qui est le seul à avoir le droit d'être violent. Oui. Et du coup,
cette figure d'homme révolté qu'on retrouve tout au long de ce film, quelle conclusion est-ce que tu peux proposer Alors, ce que je disais par rapport à ce film, c'est que je crois qu'il ne propose pas une philosophie nihiliste, anarchiste, c'est-à-dire il ne propose pas la démolition réelle de l'ordre politique. On voit se séparer au fur et à mesure du film la figure de Tyler, donc joué par Brad Pitt, et la figure du narrateur joué par Edward Norton. On voit que les deux vont commencer à se séparer au moment précis où Edward Norton commence à sentir que les individus qui sont convoqués pour le projet Chaos commencent à être complètement anonymisés, qu'ils commencent à disparaître en fait en tant qu'individus. Ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de passé, ils obéissent en disant on ne doit pas te poser de questions, etc. Et ce qu'on voit, c'est que finalement la mise en œuvre de ce chaos, le narrateur, donc Edward Norton, va commencer vraiment à le refuser. Et au fond, ce qui caractérise Edward Norton, à partir du moment où il a ses insomnies, c'est qu'il ne se repose pas. Il ne se repose pas et donc il ne peut pas se reposer non plus sur un nouvel idéal qui serait révolutionnaire. Donc il reste révolté, mais est-ce que ça veut dire qu'il va vouloir complètement mettre à bas la société de consommation, même si à la fin du film on voit les buildings s'effondrer? Je crois qu'on peut vraiment là-dessus avoir une position plus nuancée. En tout cas, ce qui compte pour lui, c'est vraiment la révolte. C'est pas nécessairement, je crois, la démolition. Ouais. Et Tyler, précisément, lui, il reste dans la démolition. Il est convaincu que la démolition est nécessaire pour son idéologie. Et il me semble que le narrateur, au contraire, n'arrive pas à coller à une idéologie. C'est pour ça qu'il ne peut pas se reposer aussi. Ok. Ensuite, pour en savoir un peu plus sur la personne qui fait vivre les cafés philo, oui. 3 petites questions oui. Pour savoir si toi, tu pouvais avoir un super pouvoir, t'aimerais avoir quoi et pour en faire quoi? Si je pouvais avoir un super pouvoir, je crois que j'aimerais avoir le pouvoir de rester comme Sisyphe, courageuse dans la lucidité. Je voudrais pouvoir continuer à être lucide sans parfois sentir ce découragement auquel Camus justement nous invite que Camus nous invite vraiment à dépasser. C'est difficile d'être lucide et c'est aussi difficile d'enseigner la philosophie, c'est difficile d'en lire parce que beaucoup d'opinions se contredisent, parce que tout le monde n'est jamais d'accord, parce que on sent bien qu'effectivement on n'arrive pas à coller à une idée précise qu'on se fait de la vie. Et j'aimerais moi, pour ce qui me concerne en tout cas, pouvoir rester lucide sans ressentir le découragement. Et puis pouvoir aussi, bien sûr, m'investir politiquement et personnellement. Et si tu pouvais voyager dans l'espace et dans le temps, oui. Tu aimerais aller où et quand? Alors ça, si je pouvais voyager dans l'espace... Ça peut être très proche. Et dans le temps, je crois que j'aimerais bien savoir comment les choses seront dans, disons, 200 ou 300 ans. Quoi. J'aimerais plus être dans le futur que dans le passé parce que, je sais pas, je suis pas spécialement nostalgique du passé. Par contre, je suis assez inquiète pour l'avenir et donc j'aimerais bien savoir si les petits-enfants de mon fils seront encore là, comment ils vivront et tout ça. Voilà. Et enfin, quel est ton méchant préféré? Mon méchant préféré, c'est Nietzsche. Mon méchant préféré, c'est vraiment Nietzsche. Et il est tellement préféré que parfois il me décourage aussi parce que la lecture de Nietzsche, c'est une claque. Et en même temps, ça me paraît aussi presque indépassable. Je suis très subjuguée en fait quand je lis Nietzsche. C'est pour ça que, à mon avis, c'est une lecture qui me nécessite une certaine maturité. Quoi. Voilà. Mais ce soir, on a évoqué Max Weber, on a évoqué Hegel, oui. Voilà, mais ils sont gentils. Mais du coup, on n'a pas évoqué la figure de Nietzsche ou certains de ses concepts. Non, alors il y a des interprétations magnifiques de Fight Club
interprétations nietzschéennes. Je ne suis pas rentrée dans Nietzsche parce que ça aurait nécessité vraiment d'amener beaucoup de concepts, volonté de puissance. Il y a des gros contresens qui sont faits sur Nietzsche quand précisément on ne baigne pas un peu dans la philosophie. Donc amener Nietzsche comme ça directement là sur une interprétation aussi rapide, je ne m'y risque pas parce que je crois que ça serait vraiment le lieu du contresens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Fight Club est nihiliste et je crois que c'est une grosse erreur. D'ailleurs, Nietzsche non plus n'est pas nihiliste. Bon, on verra ça peut-être petit à petit dans d'autres cafés philo. Alors. Voilà. Ok. Merci. Bon. Merci à toi.